Merci, Monsieur le ministre Claude Évin. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Merci à ma collègue Mireille de me donner l'occasion de réfléchir avec vous sur cette question des risques sanitaires et de la façon dont les politiques publiques l'abordent. Je commencerai par quelques rappels historiques, puis les progrès obtenus par les plans nationaux santé-environnement et les enjeux actuels et les difficultés auxquelles nous faisons face actuellement. En fait, la prise en compte de l'environnement comme déterminant de la santé de la population a suivi un parcours en dents de scie. Au XIXe siècle, je le rappelle, les préoccupations liées au milieu, ce qu'on appelait les milieux, fondèrent la médecine préventive et la santé publique moderne. C'était l'ère de l'hygiène qui prescrivait l'assainissement, l'eau potable, les logements salubres, les conditions de travail décentes, la sécurité alimentaire, avec les découvertes pasteuriennes. Et les gains sanitaires furent considérables. En particulier, c'est l'accès à l'eau potable en milieu urbain qui a déclenché l'augmentation de l'espérance de vie en Europe, laquelle stagnait depuis des siècles. D'ailleurs, encore aujourd'hui, l'accès à l'eau potable est le principal facteur associé aux variations de l'espérance de vie dans le monde, pas la médecine. L'accès à l'eau potable, qui explique 50% de la variance de l'espérance de vie dans le monde, laquelle varie quand même du simple au double, il ne faut pas l'oublier. Il y a encore des pays qui sont à 40 années d'espérance de vie. Alors au XXe siècle, tout s'est passé comme si les succès de la médecine scientifique avaient éclipsé ceux de la prévention collective et de l'hygiène. Dans les années 70, quand l'environnement est apparu sur l'agenda politique, c'était pour des préoccupations liées à la protection de la nature. La protection de l'homme, c'était un angle mort. Dans les années 80, l'OMS a promu la santé environnementale, notion qui concerne tous les aspects de la santé et de la qualité de vie des populations qui résultent de l'action sur l'homme de facteurs biologiques, chimiques, physiques de l'environnement, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique. En France, le chemin a été long. Une première pierre fut la loi Lepage de 1996, qui a prescrit la surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain, de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé, dans la loi. De même que le volet sanitaire des études d'impact pour les grands projets d'aménagement. En 1998, la loi de sécurité sanitaire, qui a créé l'Institut de veille sanitaire et l'AFSA, n'a pas retenu l'idée d'une agence pour la santé environnementale. Il a fallu la crise de l'ERICA en 2000 pour que soit créée l'AFSE, transformée en AFSET après la crise de l'amiante. Ce qui souligne une chose, c'est qu'en France, on se réforme souvent dans la crise. Aujourd'hui, l'expertise en santé environnementale est assurée par Santé publique France, par l'ANSES et par l'INERIS. Toujours en 2000, sous la direction de Lucien Benaïm, un décret a réformé la Direction générale de la santé, en créant notamment une sous-direction santé et environnement, dont le premier directeur était un ingénieur des mines d'ailleurs. Sa première mission fut de préparer un plan
national santé-environnement qui a reçu une consécration législative dans la loi de santé publique de 2004. Quel bilan peut-on en tirer ? Bon, indéniablement, les PNSE et leur déclinaison régionale ont permis une meilleure prise en compte de l'environnement comme déterminant de la santé. Le premier PNSE de 2004 a été préparé sous ma direction et il avait une grande qualité. C'était le premier. Il a permis une première prise de conscience d'une réalité épidémiologique qui montre solidement que les facteurs d'environnement représentent environ 15% du fardeau des maladies dans les pays développés. Mais en fait, ce PNSE1 avait beaucoup de défauts. Notre souci à l'époque était de déclencher une dynamique interministérielle avec l'environnement, le travail, la recherche, l'industrie notamment. Nous y sommes parvenus, mais un ensemble d'acteurs, le monde associatif, les milieux socioprofessionnels, les collectivités, les assureurs, n'ont pas été partie prenante de la démarche. Et ça, c'est un défaut majeur qui a été corrigé en partie par la suite. En 2011, un rapport de l'IGAS, tout en reconnaissant de réels progrès, a souligné des fragilités de ces PNSE. D'abord, une difficulté de gouvernance liée au fait que les ARS ne sont pas sous l'autorité des préfets, alors que ce sont les préfets qui disposent des pouvoirs ad hoc, notamment les autorisations et les inspections, notamment l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, avec les pouvoirs de police qui vont avec. Ensuite, une discordance entre les missions et les moyens, un grand classique de la santé publique, avec une réduction des effectifs et une présence insuffisante sur le terrain, un autre classique de la santé publique. Et enfin, une insuffisance de crédits d'intervention. Au cours des 4 dernières années, une série de rapports ont unanimement considéré que globalement, la politique publique en santé-environnement n'était pas performante. Bon, en 2018, les ministres de la Santé, de l'Environnement, de la Recherche ont saisi le Conseil général de l'environnement, du développement durable, l'IGAS, l'IGA-ENR, Éducation nationale et recherche, pour évaluer le 3e PNSE. Mais le rapport n'a été publié que sous le seul timbre de l'IGAS. Les 2 autres entités se sont désolidarisées des conclusions. Et ces conclusions étaient sévères. Si le PNSE 3 affiche un nombre d'actions qui était double par rapport au PNSE 1, il couvre inégalement le champ dessiné par le Code de la santé publique, sans que les domaines couverts, je cite, le soient en fonction d'objectifs explicités. En termes d'objectifs, très peu d'actions visent à diminuer l'exposition aux facteurs nocifs. Les actions sont pour la plupart non quantifiées, que ce soit en termes d'enjeux ou d'objectifs. Elles ne sont pas assorties d'objectifs de résultats et les moyens d'agir ne sont pas définis. Cette année, le Haut Conseil de la santé publique a publié un rapport d'évaluation sur l'ensemble des PNSE qui va dans le même sens. Le 16 a publié un avis qui va dans le même sens. Et s'ajoute à cela un rapport de l'Assemblée nationale en 2020 et un autre du Sénat en 2021 qui sont non moins critiques. La publication cette année du PNSE 4 ne permet pas vraiment de corriger ces faiblesses. Je pense même qu'on peut dire qu'il les aggrave. C'est une addition des préoccupations
des différents départements ministériels, sans hiérarchie des risques, sans réelle priorité, qu'on en juge 37 plans sectoriels, 20 actions phares non hiérarchisées, non budgétées, des indicateurs de pilotage qui reflètent les moyens et non les résultats, une déclinaison régionale sans dotation budgétaire. Il n'y a pas de diagnostic de départ pour ce PNSE 4, pas d'objectif défini, pas plus que les précédents. Ce PNSE ne pourra pas être véritablement évalué. Donc, à l'évidence, nous avons un problème de politique publique dans ce domaine. C'est un problème de méthode, mais aussi de pertinence. Alors, quels sont les enjeux? Comment pouvons-nous réfléchir à ces difficultés? D'abord, réaliser qu'en santé environnementale s'entremêlent en réalité 3 problématiques. Il y a une problématique classique due aux pollutions locales. Et ici, des progrès notables, je pense, ont été obtenus. La pollution de l'air dans une ville comme Paris n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle était il y a 20 ans. Je vous rappelle qu'on mesure aujourd'hui les principaux polluants dans nos grandes villes en microgrammes mètres cubes, quand dans les années 70, on les mesurait en milligrammes mètres cubes. C'est-à-dire qu'on a diminué par 1000. Donc il y a incontestablement des progrès très importants qui ont été obtenus. Ensuite, il y a la question des expositions répétées à des faibles doses de polluants et qui se manifestent par des maladies chroniques, cardiovasculaires et respiratoires, mais pas que. Eh bien, cette question est relativement peu traitée. Et enfin, il y a des problèmes émergents, ceux dont on a déjà parlé ce matin, qui correspondent à des risques nouveaux liés à la mondialisation de l'économie, à l'urbanisation, à l'augmentation de la taille de la population, aux échanges internationaux, à l'industrialisation des nouvelles technologies, bref, tout ce qui contribue à l'augmentation, notamment des gaz à effet de serre. Bon. Et ça concerne, du point de vue de la santé, les risques infectieux, le climat, la biodiversité, mais aussi des équilibres planétaires moins médiatisés que le climat ou la biodiversité, mais très importants, comme le cycle du phosphore ou le pH des océans. Ces problèmes sont globaux, systémiques. Ils induisent un fardeau de maladies qui va augmenter. Ils menacent l'espèce humaine. Ces problèmes ne peuvent être traités qu'à l'échelle mondiale, bien sûr, mais chaque pays a ses efforts à faire. Alors, dès lors, je terminerai là-dessus. Puisque l'approche classique, polluant par polluant, est dépassée, enfin, elle garde sa pertinence, il ne faut pas la laisser tomber, mais elle est dépassée. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il ne faut pas changer d'optique et mettre au cœur de la politique publique, non pas la pollution, mais la question des risques sanitaires en général. Nous avons des institutions de sécurité sanitaire, mais nous n'avons pas de politique de sécurité sanitaire. Aucun document de politique ne décrit ce qu'est notre politique de gestion des risques sanitaires dans notre pays. Avant de parler des structures, parce que ça, dans cette maison, on adore faire ça, parlons des missions. Qu'est-ce qu'une politique du risque sanitaire? C'est d'abord une politique qui serait moins dictée par les événements et plus orientée par des réflexions stratégiques. Une politique qui serait moins réactive, notamment aux crises, et plus proactive. Pour cela, il faut disposer, d'une cartographie des risques.
d'une doctrine, et notamment d'une doctrine sur le contenu à donner au principe de précaution. 3, d'un partage clair des responsabilités. 4, des procédures. Parce qu'on est très fort sur les principes en France. Il serait quand même très intéressant d'avoir des procédures de précaution plutôt qu'un principe de précaution. En tout cas, que ce principe soit traduit en procédure. Et 5, des moyens dédiés, des moyens humains et des moyens financiers dédiés avec évidemment des démarches d'évaluation. Il est frappant de constater que les pouvoirs publics n'ont pas de cartographie des risques. Moi, j'ai travaillé dans une grande maison, Électricité de France, le président d'Électricité de France, tous les 6 mois, se voit présenter la cartographie des risques de la maison. Et ce n'est pas tellement l'instantané, d'ailleurs, la photographie qui est intéressante. C'est le film, c'est la vidéo, c'est l'évolution des risques dans le temps. La plupart des grands groupes disposent de cartographie des risques, qui inclut une dimension risque sanitaire, sécurité sanitaire, mais évidemment pas que. L'État est totalement dépourvu de cet outil. Une cartographie, c'est ni un carcan, ni un outil prévisionnel, parce qu'on ne peut jamais prévoir toutes les menaces sanitaires qui peuvent survenir, et cet exercice-là serait vain. Mais l'intérêt d'une cartographie, c'est de se mettre dans une posture d'anticipation et de construire une culture du risque. Alors, quelle est l'organisation la mieux à même de porter une telle politique du risque sanitaire ? Plusieurs configurations sont envisageables. Je ne vais pas les discuter ici, je n'en ai pas le temps. Dans la dernière livraison de la revue Zadig, j'évoque ce que pourrait être un ministère des risques, sur le modèle dont l'administration américaine s'est dotée, c'est-à-dire qu'à partir d'un noyau qui a été construit après les attentats de 2001, peu à peu, l'État fédéral américain a construit un ministère des risques. Je pense que c'est un modèle qui mérite d'être regardé. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, on a un grand pays qui s'est posé cette question et qui a donné une forme de réponse. Ce qui est sûr, c'est que notre État napoléonien, qui a été construit de façon verticale et qui s'est révélé très efficace pour transformer les connaissances scientifiques en force productive, notamment avec cette idée de génie qui était la création des grands corps et qui mettait les meilleurs des ingénieurs et les meilleurs des scientifiques au cœur de l'appareil d'État. Ça, c'était vraiment génial. Cette organisation-là n'est plus adaptée pour faire face aux risques systémiques, qui sont des risques transversaux. Et ces risques sont caractérisés par un haut niveau d'incertitude. Ce n'est plus la certitude qu'il faut gérer, c'est l'incertitude. Le GIEC nous explique ça très très bien. Quelle gouvernance de l'incertitude est-elle envisageable dans un régime démocratique ? Eh bien, nous ne sommes pas prêts à répondre à cette question. Merci.